Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez dès 11h en direct sur la chaîne Bismart. C'est l'émission qui est dédiée au monde de l'innovation et à la société du numérique. On va commencer avec l'innovation et la création d'une nouvelle biotech française, européenne, qui va lutter avec de nouvelles biothérapies contre le cancer. On en parle donc dans l'interview avec Stéphane Wagner dans quelques instants. Cette nouvelle biotech, quand même, je le précise, c'est la réunion, c'est issue de la réunion de deux des plus grands centres de cancérologie d'Europe. Et puis au cœur de cette émission, on va adresser une problématique autour de la cybersécurité. Comment assurer ces nouveaux risques? Une problématique qui interpelle à la fois les entreprises, les assureurs, mais également les particuliers. Ensuite, on retrouvera notre rendez-vous avec elle et des portraits de femmes inspirantes dans la tech. En l'occurrence, on parlera d'Hélène Huby qui lance une nouvelle entreprise dans l'aérospatiale. On conclura par un zoom sur l'innovation avec la téléportation quantique, en fait la création d'un réseau de télécommunications quantiques aéroporté par drone. Mais d'abord, donc place à l'interview. À la une de Smart Tech aujourd'hui, la création d'une start-up née donc des deux plus grands centres de cancérologie en Europe. Bonjour Stéphane Wagner, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes chercheur en biologie, cofondateur donc de cette nouvelle entité qui s'appelle Aglaia Thérapeutique. Vous êtes aussi directeur d'un laboratoire de recherche INSERM CNRS à l'Institut Curie. On va s'intéresser là sur votre nouvelle activité, j'allais dire. Donc cette entreprise de biotech qui vise à lutter contre la résistance aux thérapies ciblées contre le cancer. On va déjà expliquer ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Oui, les patients qui souffrent de cancer sont traités avec des thérapies qui ont une cible bien identifiée. C'est pour ça qu'on les appelle des thérapies ciblées. Et donc, pour ces patients, il y a plusieurs devenirs. Donc, soit ils ne répondent pas, ils répondent d'emblée au traitement et ils guérissent. Soit ils ne répondent pas au traitement parce que les cellules cancéreuses sont d'emblée résistantes au traitement, ou ils ont une phase de réponse et une phase de rechute et de récidive, et parce que les cellules tumorales s'adaptent à ces traitements. Et donc, c'est quasiment inéluctable, je dirais, et donc il faut développer des nouvelles stratégies à combiner avec ces thérapies ciblées existantes pour contrer la survenue de résistance. Et alors, ces nouvelles thérapies, elles viennent supplanter la chimiothérapie classique dont on parle beaucoup ? Alors, la chimiothérapie est toujours utilisée. Les thérapies ciblées sont beaucoup plus à vocation d'aller définir, aller cibler une molécule particulière ou un processus particulier. Donc, ces nouvelles approches... C'est pas l'un ou l'autre, en fait. Non, c'est pas l'un ou l'autre. Et ces nouvelles approches qu'on développe ont vocation à être utilisées en combinaison avec les thérapies existantes. Nouvelles approches, donc on utilise les biotechnologies. On va parler, j'imagine, de l'ARN messager. Voilà, tout à fait. Donc le processus qu'on a identifié qui est impliqué dans la résistance à certains traitements anticancéreux s'appelle la traduction des ARN messagers. Donc comment l'ARN messager donne les protéines qui sont une partie des constituants de la cellule. Parce qu'on a commencé à travailler sur l'ARN messager justement pour ces thérapies oncologiques, avant même d'en parler pour des vaccins dans la lutte contre le Covid-19. Alors c'est vrai, mais on a commencé à travailler sur les ARN messagers dans des laboratoires de recherche fondamentale il y a plus de 20 ans, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Et donc le résultat de ces recherches a permis d'aller très vite sur les ARN utilisés, les vaccins ARN contre le Covid. Mais effectivement, les sociétés qui développaient des stratégies à base d'ARN messager
étaient plus focalisés sur des ARN messagers dans des applications en cancérologie avant des applications en anti-Covid. Et est-ce que cette crise Covid-19, avec cette nécessité de produire des vaccins vraiment très très rapidement, est-ce que ça a favorisé la recherche? Est-ce que ça l'a aussi accéléré dans le domaine de la cancérologie? Et est-ce que ça a favorisé aussi la création d'Aglaïa Therapeutics avec peut-être plus de facilité à mobiliser autour de ces biotechnologies? Alors, ça a certainement accéléré l'utilisation d'un ARN messager thérapeutique et les formulations de ces ARN messagers, puisque de nombreuses équipes se sont recentrées pour développer ces ARN messagers dans une application anti-Covid. Est-ce que ça a favorisé la création d'Aglaïa Therapeutics? Pas vraiment, parce qu'en fait, on n'utilise pas des ARN messagers thérapeutiques, mais on cible des ARN messagers qui sont produits par les cellules, et en l'occurrence les cellules tumorales, pour aller en empêcher le mode d'action. D'accord. Alors, j'ai parlé des 2 plus grands centres de cancérologie en Europe. En fait, Aglaïa Therapeutics est issu donc d'une collaboration entre l'Institut Curie et Gustave Roussy. Au total, c'est plus de 3500 médecins-chercheurs. À l'Institut Curie, c'est 3600 chercheurs à peu près. En effet, à Gustave Roussy, je n'ai pas exactement le nombre, mais ça doit être à peu près ce nombre-là. Comment on organise une collaboration entre 2 grands instituts de recherche pour créer une nouvelle entité qui sera une start-up, qui n'est pas forcément une entité naturelle pour un centre de recherche? Alors, ça ne part pas avec pour objectif de créer une start-up, ça part avec un objectif d'allier les différentes compétences pour une recherche fondamentale avec éventuellement recherche d'application. Et en l'occurrence, dans notre cas, ça part d'une rencontre entre Caroline Robert, qui est une clinicienne responsable du département d'oncodermatologie à Gustave Roussy, et moi-même, où on a discuté sur ces processus de traduction des ARN messagers et comment ceux-ci pouvaient être appliqués à une réponse médicale adaptée. Donc ça part il y a 10 ans, je dirais, avec cette rencontre et avec une mise en commun des compétences médicales et scientifiques, avec un intérêt commun pour aller vers l'autre. Mais là, on se dit, on ne va pas aller chercher des budgets recherche de manière traditionnelle, classique. Non. On va monter une entité et on va aller essayer de trouver des fonds privés? Non, il y a 10 ans, on monte des équipes de recherche avec des fonds publics ou des associations caritatives. On travaille pendant, en l'occurrence, 7-8 ans pour positionner la problématique et son intérêt vers une application médicale. Et puis, il y a probablement un an et demi, on recherche des fonds privés, des fonds d'investissement, avec l'idée de créer une start-up, oui. Ça s'est fait naturellement, je veux dire. Non, ça ne s'est pas fait naturellement. Ça ne se serait pas fait, je dirais, il y a quelques années, mais ça s'est fait parce que les instituts de recherche, les laboratoires de recherche académiques ont changé dans le sens où ils accompagnent les chercheurs vers cette transformation en application et en création de start-up. Donc, ce qui veut dire qu'on est accompagné, aidé dans ce passage par les instituts académiques qui ont des structures de valorisation. Par exemple, l'Institut Curie a une structure de valorisation qui a maintenant créé 28 start-up au cours des dernières années. Oui, et là, c'est la troisième start-up qui est née donc de cette collaboration entre l'Institut Curie et Gustave Roussy. Oui. Et vous venez donc de lever, Aglaïa Therapeutics vient de lever 4 millions d'euros pour financer ces recherches. Quel est l'objectif? Vous avez un business model, des objectifs à court terme, moyen terme? Oui, alors à court terme, donc le court terme c'est 18-24 mois et donc c'est l'utilisation de ces 4 millions d'euros pour développer une molécule candidate médicament qui devra ensuite partir sur un développement clinique plus poussé avec des nouvelles levées de fonds pour accompagner ces développements. Et ce travail entre le monde de la recherche, des médecins et les fonds d'investissement, il se passe de manière fluide? Racontez-nous un peu. Alors, la réunion des 2 mondes. La réunion des 2 mondes est favorisée dans des instituts qui ont une structure où il y a un centre de recherche et un hôpital. Donc, c'est le cas de Gustave Roussy, c'est le cas de l'Institut Curie, c'est le cas de nombreux autres laboratoires affiliés à des CHU, par exemple.
Mais donc oui, ça facilite en effet d'avoir cette proximité entre médecins et chercheurs, même si là, en l'occurrence, je suis allé plutôt avec des médecins d'une autre institution, donc qui est Gustave Roussy. Mais en effet, oui, c'est assez favorisé. On arrive à parler le même discours avec un fonds d'investissement. Alors, avec le fonds d'investissement... Et puis, est-ce que ça ne met pas une pression différente aussi en matière de résultats ? Non. Alors, donc effectivement, il faut apprendre à se parler entre chercheurs scientifiques purs et médecins. C'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'arriver effectivement à discuter avec les fonds d'investissement. Mais je dirais que les fonds d'investissement, à mon grand étonnement d'ailleurs, ne sont pas que des structures qui amènent de l'argent, en fait. Et en l'occurrence, là, avec le fonds d'investissement Advent France Biotechnologie ou le Crédit Mutuel ou Pierre Fabre, qui n'est pas un fonds d'investissement, mais qui est une pharma associée, il y a eu aussi des discussions de stratégie globale, scientifique, de développement, qui amènent à maturer le projet. Un accompagnement. Oui. Merci beaucoup, Stéphane Wagner, donc cofondateur d'Aglaia Therapeutics et chef de laboratoire aussi à l'Institut Curie. Merci beaucoup et félicitations pour cette levée de fonds. Merci. À suivre dans Smart Tech, on va parler d'assurance. Comment faire pour assurer demain les cyberrisques ? Alors, dans l'actualité sur ce sujet, on a notamment l'assureur AXA qui a demandé à l'État de l'aider à couvrir les risques pour protéger les entreprises face aux cyberattaques. Alors, quelle est cette situation actuelle face aux cyberrisques, les relations avec les assureurs ? Est-ce qu'une intervention de l'État pourrait prendre forme ? Alors, sous quelle forme, justement ? Le risque cyber est-il comparable à d'autres types de risques qui sont déjà couverts largement depuis des années, et peut-être même plus d'ailleurs, des siècles par les assureurs ? Est-ce qu'il faut inventer des nouveaux dispositifs ? On en parle avec Valérie Faure-Mountiane, qui est députée de la Loire, membre de la commission des finances et présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur les assurances. Et vous venez de clore 6 mois de travaux qui ont donné lieu à un rapport sur la cyberassurance qui a été rendu public tout récemment. Bonjour. Avec vous à vos côtés, Ézéchiel Siménou, responsable cyberassurance chez Gras Savoye Willis Towers Watson. C'est un des plus grands courtiers en assurance et qui a d'ailleurs été interrogé, je crois, par Madame la députée dans le cadre de ses travaux. Par ailleurs, Gras Savoye Willis Towers Watson est également partie prenante à l'étude Lucie, Lumière sur la cyberassurance, qui a été menée par l'AMRAE, qui est l'association du management du risque et des assurances d'entreprise. Donc nous avons des experts en plateau pour essayer de clarifier déjà ce qu'on appelle peut-être le cyberrisque, qui peut être pris ou non en compte par un assureur aujourd'hui. Madame la députée ? Alors, tout d'abord, effectivement, ça fait partie des sujets que je souhaitais travailler dans le cadre du groupe d'études d'assurance à l'Assemblée nationale dès 2017. Et on a eu l'occasion de se croiser avec Ézéchiel dans ce cadre et c'était un non-sujet. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une appétence vraiment de la part des entreprises, des collectivités à vouloir se couvrir alors que c'était vraiment un sujet qui leur était très étranger du fait de l'augmentation du nombre de risques. Et le risque cyber, j'ai essayé de le définir dans ce texte, dans ce rapport, parce qu'il y a une multitude de définitions qui circulent, et autant sur le risque que sur la cyberattaque, et ce qui pose difficulté de compréhension, d'une part pour le marché de l'assurance lui-même, donc la comptabilisation de son exposition, mais aussi pour la clientèle, parce que pour la plupart de nos chefs d'entreprise, ils sont néophytes en la matière, et c'est normal, c'est comme pour la mécanique, c'est pas parce qu'on a un véhicule qu'on est mécanicien, et donc du coup, il est impératif de donner des définitions claires. J'ai essayé de les formuler, évidemment, dans le rapport. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment que la place s'organise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, quand même, de cette définition de cyberrisque ? Ça part d'où ? Ça s'arrête où ? Alors, le cyberrisque, c'est vraiment la manipulation malveillante du matériel informatique. Mais ensuite, sur les conséquences, elle peut être involontaire, volontaire, et les conséquences conduisent à la
perte d'informations et à la perte de données. Alors quand vous dites si on a une part ou non de responsabilité dans ce cyberrisque, c'est typiquement l'exemple du phishing, où un employé va cliquer sur un lien et... C'est involontaire. Voilà, donc ça c'est un acte involontaire, mais on pourrait estimer qu'il est responsable, et d'ailleurs ça pose des questions pour les particuliers aussi, qui ont parfois du mal à se faire rembourser d'un achat qu'ils n'ont pas réalisé de manière volontaire à cause d'une erreur, d'un clic sur un faux site. Les banques aujourd'hui sont beaucoup regardantes là-dessus. Donc le cyberrisque, vous dites, prend en compte aujourd'hui toutes les actions volontaires ou non involontaires, mais qui génèrent une problématique informatique. Pourquoi j'ai voulu donner cette définition? Parce que lors des auditions, je me suis rendu compte qu'en fait, on mettait tout et n'importe quoi dans le risque cyber, et notamment, par exemple, la fraude au président, qui n'est pas un risque, c'est un cyber à proprement parler, mais qui, à travers le recueil d'informations, pouvait être une attaque initiale. Mais ce n'est pas l'attaque initiale qui a généré la perte, c'est bien une fraude. Donc, il faut bien séparer les choses, sans quoi on risque d'avoir un fouillis sur le marché et de ne pas avoir de définition claire et de couverture claire surtout. Et c'est extrêmement important que, d'une part, le client sache en quoi il est assuré. Et ça reste encore une difficulté en termes de compréhension de langage. Et que l'assureur sache comment il est exposé. Parce qu'il y a des règles à respecter. Il y a la solvabilité 2, il y a la CPR qui le contrôle, l'autorité de contrôle prudentiel. Et donc, le contrôle pour éviter que son exposition sur un risque particulier puisse lui faire perdre la capacité de rembourser les autres risques. Donc le point commun, c'est un impact sur l'informatique. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, effectivement. Grâce à voix. On est d'accord avec ça. Le point commun, c'est l'informatique. Il y a à quelques exceptions près, et je pense que le rapport de Madame la députée reprend la visibilité, ce que les assureurs traduisent dans leur police. Donc, c'est un acte malveillant. Oui. Un acte malveillant sur le système d'information, donc le système automatisé des données, qui peuvent entraîner des conséquences financières, donc réputationnelles, juridiques, sur les entreprises. Les assureurs sont allés un peu plus loin il y a quelques années sur le sujet, en intégrant également la panne. Parce ils ont considéré que la panne est un événement qui peut avoir des conséquences sur l'entreprise, l'activité opérationnelle, financière de l'entreprise. Mais petit à petit, je suppose qu'on en parlera, quand le marché a commencé à se contracter avec la hausse de la sinistralité, les assureurs sont revenus sur cet événement de la panne, soit en le sous-limitant ou en imposant un trigger sur l'acte malveillant. Un trigger ? Un événement déclencheur, excusez-moi, sur l'acte malveillant. Alors justement, on en est où ? Quel est l'état du marché aujourd'hui, le rapport de l'assureur avec l'entreprise sur cette question du risque cyber ? Alors, le marché de l'assurance cyber aujourd'hui est arrivé à un point d'inflexion. On est vraiment actuellement, que ce soit assureur, courtier, client, à un tournant. Et je pense que ça va déterminer ce que sera le marché dans 10 ans, dans 15 ans, parce que le risque cyber sera là demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 16 ans. Et les entreprises auront besoin de s'assurer contre ce risque. Donc aujourd'hui, on a constaté, et l'ANSSI en a parlé, un quadruplement des attaques par rançongiciel. Donc le marché fait face à un défi qui sont les rançongiciels. Et les assureurs ont été surpris en fait par cette volatilité du risque, tant en fréquence qu'en sévérité. Et quelle a été la réaction du marché ? C'est de contracter l'offre. Et cette contraction de l'offre, en fait, remet un peu en cause l'atomicité du marché. Sur les grandes entreprises, on constate qu'on n'a plus énormément d'acteurs, ou quasiment pas d'acteurs capables de prendre une première ligne. Quand je dis une première ligne, pour assurer un grand risque, oui. on a besoin de plusieurs assureurs pour pouvoir atteindre un certain montant de garantie. Et sur les lignes du bas, donc les premières, deuxième, troisième lignes, les tranches du bas, on constate qu'il n'y a quasiment plus d'acteurs. Et les acteurs qui sont présents imposent leur prix d'une certaine manière. Donc il y a une pression tarifaire sur le marché. Et à contrario, pour les petites entreprises, je pense que le discours doit être modéré pour les petites entreprises qui sont encore peu assurées, avec le chiffre que reprend l'étude Lucie auquel on a activement contribué, ce chiffre de moins de 1% des PME qui sont assurées, qui sont équipées en cyberassurance, montre qu'il y a encore de la capacité aujourd'hui sur le marché pour assurer ces entreprises. On a juste besoin de structurer une offre
qui se structurent. Hein. Clairement, on a juste besoin de continuer la pédagogie vers ces PME pour pouvoir leur permettre également d'avoir accès à une couverture et aussi mieux mutualiser le risque pour que la mutualisation du risque, la collecte des primes sur les PME et les ETI permettent de financer la volatilité dont fait face les grandes entreprises et dont fait face auxquelles fait face le marché de l'assurance. Alors, c'est vrai que... Il y a vraiment des parts de marché à prendre aujourd'hui sur ces cyberassurances, qu'on a passé le stade des belles promesses, clairement. Quand vous entendez l'assureur AXA qui en appelle à l'État pour l'aider à couvrir ces risques, quelle est votre analyse? Que ressort-il de votre rapport là-dessus? Alors, il y a certainement une tranche du risque qui est systémique. Et par définition, et on l'a vu à l'aune de la crise sanitaire, vous en avez suffisamment fait la couverture, c'est que le risque doit être aléatoire pour être transmissible à l'assureur et il ne doit pas être systémique. Donc, sur le volet systémique, effectivement, il faut mener une réflexion sur un partenariat public-privé, comme c'est le cas sur la catastrophe naturelle, par exemple. Oui. Il y a une partie qui est prise en charge par les assureurs, mais le partenariat public-privé peut intervenir au moment de la systématisation du risque. C'est-à-dire qu'il s'agit là quand même de comparer le cyber-risque avec une catastrophe naturelle. C'est même de la même ampleur. C'est même pire que ça. Le risque cyber est pire parce qu'il peut couvrir plusieurs zones géographiques simultanément avec des pertes considérables. Le risque catastrophe naturelle est d'une forte ampleur, mais en principe assez concentré. Le risque cyber, vu qu'il n'y a pas de frontières, peut être très étendu et peut avoir des conséquences très graves. Le risque naturel est grave, mais en même temps, on a la possibilité de le prévoir puisqu'on a du recul. Sur le risque cyber, on a peu de visibilité, on a peu de recul sur l'historique. Et puis, il ne faut pas négliger que pour certaines des attaques, ce sont des attaques d'État ou commanditées par des États. Donc, le risque est complètement différent en termes de son ampleur et le côté systémique, c'est-à-dire le fait que plusieurs entreprises à la fois, à travers la même attaque, puissent avoir des difficultés fortes à redémarrer. Alors, comment justement, parce que un des métiers de l'assureur, c'est d'aller vérifier le sinistre, sa cause, son origine. Comment ça se passe en matière de cybersécurité, où là, les preuves peuvent rapidement disparaître, être masquées. C'est pas évident de faire la différence, d'ailleurs, entre une panne et une cyberattaque, en tout cas pas immédiatement. Effectivement, les assureurs ont intégré dans les contrats, avant tout, je dis que le contrat d'assurance cyber est un contrat d'assistance. Une fois que l'événement cyber ou l'acte malveillant est survenu, les assureurs vont proposer un panel d'experts aux côtés des entreprises pour les aider à redémarrer leur activité, donc savoir répondre aux différentes questions quand, où, comment, quoi et qu'est-ce qui a été en réalité impacté. Donc ce travail de forensique, en fait, va être la base en fait, de comprendre l'événement, de comprendre ce qui s'est réellement passé et comment le pirate informatique a réussi à mener son attaque. Et c'est à partir de ça, dans le jargon technique, on va parler de l'analyse des logs, qui va permettre, en fait, ou l'historique des logs, qui va permettre d'une certaine manière de savoir quel a été l'indice de compromission et finalement donner une lumière sur les causes de cette attaque et permettre de voir si, bien entendu, on rentre dans le cadre du contrat d'assurance et si on peut le couvrir et si l'assureur peut entrer en garantie. Donc c'est à la fois le travail d'expertise qui va aider l'assureur à se positionner, mais en même temps un accompagnement pour exactement pour l'entreprise. Au niveau européen, est-ce qu'il y a une harmonisation qui est en cours sur cette question de l'assurance du cyber-risque ? Alors, tout d'abord, je souhaitais réagir 10 petites secondes sur ce qui vient d'être dit. Dans le rapport, ce que je souhaite, c'est justement de déporter la position de l'assureur de l'aval vers l'amont, de la prévention. Et je pense que là, pour le coup, l'assureur a un rôle formidable à jouer, indispensable même, mais il faut que lui-même acquiert les compétences. Donc, c'est tout le travail post ce rapport, à travailler ensemble, à ce que l'assureur intervienne suffisamment en amont pour qu'on puisse, en aval, avoir peu d'intervention et peu de coûts d'accompagnement. En amont, ça veut dire donc de la pédagogie en entreprise, de l'acculturation sur le cyber-risque. De l'audit, de la formation, de la recommandation des experts
pour protéger l'entreprise avant d'assurer le risque. Vraiment, toute l'expertise qui a été concentrée sur la réalisation, post-réalisation de l'attaque, il faut le déporter vraiment dès la souscription et pouvoir travailler ensemble sur le fait que le risque ne doit pas survenir, ou doit survenir vraiment de manière extrêmement limitée. Et à ce moment-là, on aura vraiment un marché qui pourra fleurir parce qu'on aura moins de coûts d'attaque, on aura plus de travail de prévention, et je pense que c'est la place de l'assureur définitivement. En ce qui concerne votre question sur la réflexion européenne, oui, l'AIOPA, donc le régulateur européen, l'équivalent de la CPR française, mène une réflexion depuis plusieurs mois, voire années maintenant, sur l'harmonisation et sur l'appréhension de ce risque. On a une expérience très pauvre finalement en Europe de ce risque-là. C'est un risque historiquement bien couvert aux États-Unis. En tout cas, il y a une expérience qui leur permet de mieux se positionner et même à l'État fédéral de prendre un certain nombre de décisions vis-à-vis du rançon logiciel. Et la perte de nos collègues britanniques a été aussi un changement radical pour l'Europe, et en termes de capacité et en termes de réflexion, parce qu'ils avaient aussi une certaine maturité sur le risque cyber. Donc c'est à nous, en Europe, maintenant de s'organiser. Comme je disais, les régulateurs mènent des réflexions sur la structuration de la filière, de la branche cyber, pour qu'elle soit clairement définie comme la branche automobile ou incendie, pour qu'on puisse vraiment visualiser l'exposition des assureurs. Je réitère, c'est extrêmement important pour leur viabilité à long terme. Et donc, mieux calibrer leurs engagements et libérer finalement des capacités supplémentaires sur le marché. Puisque aujourd'hui, et Ezequiel l'a dit, on a de plus en plus de mal à trouver un programme complet avec un certain nombre d'assureurs qui couvriraient les besoins réels de l'entreprise. Lucie, le rapport Lucie le démontre, même si 87% des grandes entreprises sont couvertes, elles sont couvertes à minima. Et donc, il n'y a pas forcément un niveau d'engagement financier suffisant pour pouvoir répondre clairement et définitivement à une attaque. Alors, vous avez effleuré cette question du rançongiciel avec la position américaine qui est très claire sur le fait que les entreprises ne doivent pas payer de rançon. On en est où en France là-dessus? Je précise quand même, je disais que vous êtes courtier en assurance, c'est-à-dire que vous êtes un intermédiaire entre les assureurs et les entreprises. Donc il n'y va pas directement de votre responsabilité sur la réponse à cette question, mais estimez-vous qu'il est nécessaire en France qu'on ait un discours très très clair sur l'interdiction de payer des rançons, et les assureurs ont-ils tendance à dire payer, ça sera moins compliqué après pour réparer les dégâts? Alors, je pense qu'on est en train, d'une certaine manière, de contourner le problème. Je pense qu'il faut revenir à la genèse et avoir une approche assez pragmatique de ce qui se fait sur le marché. Nous, en tant que courtier, on peut vous donner un retour d'expérience. Sur les sinistres que nous, grâce à Voix... Ce qui se fait, c'est que les rançons sont payées quand même. Sur les sinistres que grâce à Voix Willis-Towers Watson, qu'on a géré ou qu'on a eu à gérer sur le cyber, on n'a pas eu de cas où nos clients ont décidé de payer la rançon. Pour être très transparent, il y a eu beaucoup d'encre, il y a eu beaucoup d'articles disant que les assureurs favorisent le paiement de la rançon. Ce n'est pas le cas. Pour vous donner un retour d'expérience terrain, ce n'est pas le cas. L'assureur ne va pas décider de payer ou ne va pas pousser le client à payer la rançon. L'assureur est là pour la rembourser, parce que c'est clairement écrit dans les contrats d'assurance aujourd'hui, en fonction des assureurs, bien entendu, qu'on remboursera la rançon si l'entreprise décide de la payer. Excusez-moi, c'est quand même un peu une incitation. Une facilitation, je vais y arriver. Je dirais que c'est plutôt un avantage concurrentiel entre différents assureurs de décider de payer ou de décider de la rembourser ou de ne pas la rembourser. Maintenant, quand on prend les entreprises, comment elles réagissent par rapport à ça? Certaines entreprises, quand le sinistre survient, ont des sauvegardes, peuvent redémarrer leur activité en 2 semaines, travailler en mode dégradé et 2 mois après retrouver une activité assez normale et opérationnelle. Certaines entreprises, quand elles font le bilan de l'attaque, se rendent compte que ça prendra 2 mois, voire 3 mois pour redémarrer leur système et que leurs sauvegardes sont infectées. Donc elles vont décider de manière pragmatique. Elles sont un peu désespérées et elles vont décider de payer la rançon. Donc je pense que l'idée aujourd'hui, c'est de mieux cadrer les contrats, d'accompagner plutôt cette couverture de la rançon.
peut-être une piste de réflexion, c'est peut-être sous réserve d'un avis d'un expert informatique. Voilà, c'est accompagner ce cadrage plutôt que de pousser les assureurs à ne plus la couvrir. Sachant qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Quand on voit sur le terrain, les entreprises ne vont pas... Le premier réflexe des entreprises, ce n'est pas de payer la rançon. Le premier réflexe, c'est de faire appel à des experts pour les aider à redémarrer leur activité, restaurer leur système d'information, repartir des sauvegardes de la veille. Donc c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, pour s'inscrire dans un cercle vertueux, il faut qu'on ait une évolution et une évolution de la maturité en cybersécurité. C'est ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, ce n'est pas le paiement de la rançon. Le véritable enjeu, c'est pouvoir avoir une certaine hygiène en cybersécurité. Parce qu'il y a un chiffre qui est assez parlant. La majorité des entreprises qui sont victimes de ransomware, puisque c'est ce qui fait l'actualité actuellement, il ne s'agit pas de ransomware ciblé. Il s'agit de ransomware d'attaque massive. Donc, si les entreprises arrivaient à avoir une première posture, une bonne hygiène en cybersécurité, eh ben, la majorité de ces attaques n'arriveront pas. Donc, je pense qu'on gagnerait à avoir quand même un discours plutôt je dirais, fédéré autour de l'amélioration du risque plutôt qu'un discours de facilitation. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes d'accord tous les deux. Et d'ailleurs, l'ensemble de l'écosystème est d'accord pour dire qu'il faut davantage de pédagogie et d'entraînement, de cyber-entraînement face au risque. Alors, évidemment, je ne peux pas ne pas réagir. Et je réitère, la prévention est indispensable. Là où j'ai une difficulté avec le discours qui s'agit des intermédiaires et sur les assureurs, tout d'abord, sur la responsabilité de la prévention. Ouais. Et les intermédiaires et les assureurs sont co-responsables avec l'entreprise sur la prévention. Ce n'est pas l'entreprise qui doit faire le nécessaire, c'est l'ensemble qui doit faire le nécessaire. C'est la moitié de mon rapport sur cette cohésion et la nécessité. Maintenant, une fois que cette partie-là sera faite, il n'y a aucune raison de payer les rançons, il n'y a aucune raison d'inciter les criminels à continuer leurs attaques, et puisque le redémarrage sera facile, et puis le paiement des rançons ne garantit absolument pas le retour à la normale. Les données sont corrompues, il n'y a aucune garantie, ce sont des groupes criminels. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Je suis désolée, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti sur ce talk. Merci beaucoup Valérie Faure-Mountian, députée de la Loire, et donc à l'origine d'un rapport sur la cyberassurance que je vous invite à consulter. Ézéchiel Siménou également, merci beaucoup, responsable cyberassurance chez Gras Savoye Willis Towers Watson. Juste après la pause, on se retrouve pour un rendez-vous avec une femme entrepreneuse inspirante. Elle s'appelle Hélène Huby. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartech. On entame cette deuxième partie d'émission. On va partir à la découverte d'une innovation dans le monde quantique avec une téléportation par drone. Il va falloir s'accrocher. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec elle. Donc, des portraits de femmes entrepreneurs dans la tech, racontés par Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice du média Informel. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour nous dresser ce portrait d'Hélène Huby qui vient donc de se lancer dans une nouvelle aventure d'entrepreneur. Exactement. En fait, aujourd'hui, on a choisi un portrait de serial entrepreneuse dans la tech, mais plus spécifiquement dans l'aérospatiale. En fait, Hélène Huby, elle est CEO de la nouvelle entreprise qui s'appelle The Exploration Company. Alors, c'est parce qu'elle s'intéresse à l'espace qu'elle vous a inspiré ou pas seulement ? Alors, en fait, elle a été sollicitée pour une conférence à Station F, F for Femmes, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et c'est son profil, justement, lors de cette conférence qui nous a attirés. Elle a un discours très optimiste et très porteur vis-à-vis des entrepreneurs et surtout aussi porteur pour cet univers de l'aérospatial, qui est un univers souvent préempté par des grands acteurs dont on peut avoir peur, et aussi parce que c'est un univers quand même pas très féminin, on peut le dire.
des grands acteurs européens, américains, russes, chinois, et puis des plus petits, mais enfin qui font quand même du bruit comme SpaceX. Exactement. Alors, en quoi son parcours vous intéresse particulièrement? Qu'est-ce qui vous a plu? Alors, ce qui m'a plu, c'est que, en fait, pour travailler dans l'aérospatiale, elle n'a pas vraiment eu un parcours typique d'ingénieur. Elle a eu un parcours varié et puis elle a bifurqué. Elle a commencé par l'école normale supérieure en maths appliquées et en économie. Et ensuite, elle a fait en parallèle un master à Sciences Po pour intégrer l'ENA. Où elle a passé 2 ans. Et donc, elle a commencé à Bruxelles, chez Europolitics et chez Bayer Presse, où elle a été plutôt dans la presse et dans la communication, puisqu'ensuite, elle est partie en Allemagne pour Faber-Novel. Alors, qu'est-ce qu'elle fait en Allemagne? Eh bien, écoutez, c'est justement là qu'elle fait son grand switch. Et c'est là-bas qu'elle va complètement changer d'univers, puisqu'elle va intégrer l'aéronautique chez Airbus Defence and Space, donc la division spécifique de la défense et de l'aérospatiale. Voilà, elle y pilote plusieurs projets d'innovation, elle a beaucoup de succès avant d'intégrer le groupe d'Ariane, donc la fameuse fusée, en tant que directrice du projet du lanceur Sparrow, qui malheureusement va être abandonné quelques années plus tard. Elle va passer quand même 10 ans dans l'industrie aérospatiale avant de confonder une première aventure entrepreneuriale, un fonds d'investissement qui s'appellera le Global Space Venture. D'ailleurs, il s'appelle toujours le Global Space Venture. Et elle s'entoure alors des cadres du secteur. Elle a l'ex-patron de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA, Jean-Jacques Dordain, et notamment 2 anciens de SpaceX, que vous citiez plus tôt, Bull Entaltan, ancien patron du groupe d'Elon Musk, et David Giger, directeur du programme, ou Giger, excusez-moi, directeur du programme des fameuses capsules Dragon, celles qui sont parties il y a quelques temps dans l'espace. Et ce fonds dédié vraiment à l'accompagnement des startups privées qui œuvrent pour l'aventure spatiale, un secteur qui est souvent préempté par les pouvoirs publics, les fonds publics, puisque ce sont des fonds importants qu'il faut mettre à disposition. Et elle définit alors dans une interview les nouvelles frontières de l'espace comme le New Space. Et elle nous explique que le coût de l'espace a beaucoup diminué dernièrement, ces 7-8 dernières années. Et en fait, elle a diminué de 10 fois. C'est-à-dire que ça devient envisageable pour des entreprises privées, et c'est aussi pour ça que les acteurs américains se mettent sur ça, au-delà des motivations privées, et c'est plus facile d'y développer du business, tout simplement. Donc elle anticipe aussi que les grandes infrastructures, notamment tout ce qui concerne la communication, et puis le traitement des données, la grosse data, va aussi passer par l'espace, et donc par les satellites qui sont déployés autour de la Terre. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement avec The Exploration Company? Elle vient de fonder. Voilà, elle l'a fondée en 2017. Donc pendant plusieurs années, elle va œuvrer pour développer des nouvelles startups dans la tech de l'aérospatiale. Mais du fonds d'investissement à la compagnie proprement dite, en fait, elle va découvrir qu'il n'y a qu'un pas et qu'elle vient de franchir. Donc elle va vraiment se lancer avec une nouvelle aventure qu'elle a lancée cet été, au mois de juin. Une aventure dans laquelle elle a entraîné Jean-Jacques Dordain, donc l'ancien patron de l'ESA, et des anciens collègues d'Airbus, qui sont plutôt des profils d'ingénieurs, pour développer ce projet qui va s'appeler donc The Exploration Company, et qui en ce moment est en train de déployer Nyx, un module autonome et réutilisable, qui sera exploitable pour un coût moindre par rapport à ses concurrents américains. En fait, c'est vraiment un module qui a pour vocation d'aller sur la Lune, parce que il a pour vocation de se lancer à la conquête de l'espace et des voyages Terre-Lune qui sont maintenant envisagés. Ouais. On envisage même des modules pour vivre sur la Lune. D'ailleurs, c'est une autre femme qui a lancé cette entreprise-là. Et elle dit que toute une nouvelle économie va émerger, que dans moins de 10 ans, l'homme installera des lieux de vie sur la Lune, que ce n'est plus de la science-fiction. Ça, c'est ce qu'elle nous a dit à Station F. Et une toute nouvelle économie va émerger. Donc, elle est en train d'émerger. Déjà, on le voit avec les gros acteurs américains. Et il faut à tout prix que l'Europe y prenne sa place. L'Europe qui est un peu frileuse pour l'instant et que c'est le bon moment pour investir. D'ailleurs, on peut aussi dire j'ajoute que la The Exploration Company est une entreprise pan-européenne. Et comme elle a eu d'expérience en Allemagne, c'est une entreprise franco-allemande. Donc, elle est basée à la fois dans l'incubateur Nubo, basé à Toulouse. Et ils viennent d'être pris dans le nouveau programme qui s'appelle Take the Moon. Basé à Toulouse, et ils viennent d'annoncer aussi une levée de fonds privés et familiaux d'1,5 million d'euros la semaine dernière.
Super aventure. D'ailleurs, je rappelle que dans Smart Tech, il y a aussi Smart Space, donc avec toutes ces aventures spatiales à suivre chaque semaine. On termine avec un petit rendez-vous du mois. Oui, bien sûr. Alors, le rendez-vous du mois, c'est Go Entrepreneur à Marseille. C'est un rendez-vous qui est organisé par le groupe Les Échos et ils ont toujours un programme très riche, très varié de conférences. Et pour cette édition, il y a une dimension plus féminine qui s'appelle la création, un tremplin pour toutes. C'est le 28 octobre prochain au Vélodrome Orange à Marseille, mais aussi en ligne. Vous pouvez vous inscrire et c'est gratuit. Merci beaucoup, Olivia Strigari. Je rappelle que vous êtes directrice de la publication, cofondatrice du média Informel, qui s'apprête d'ailleurs à lancer une campagne de crowdfunding. On en reparlera. Volontiers. À suivre, on ne part pas sur la Lune, on part mais quand même se téléporter de manière quantique. Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on revient sur la techno quantique. Oui, on a réussi à créer un réseau quantique aéroporté via des drones. C'est la première fois qu'on établit une telle connexion, une téléportation entre drones. Alors pourquoi je parle de téléportation ? Vous le savez, dans un réseau quantique, les données elles sont encodées. Les bits sont en fait des qubits, c'est-à-dire des bits, mais avec des atomes. Et ces qubits, ils sont entremêlés. On appelle ça l'enchevêtrement et l'intrication. L'intrication, c'est assez exceptionnel. Ça permet que deux objets quantiques soient en permanence dans le même état quantique, peu importe à quelle distance ils sont l'un de l'autre. Ce qui veut dire qu'on peut modifier un qubit à un endroit et l'information sera modifiée aussi à un autre endroit. Et à l'inverse, ça veut dire aussi qu'on peut envoyer la même information à deux endroits différents. C'est pour ça qu'on appelle ça la téléportation. Alors, il y a plusieurs méthodes courantes pour utiliser la téléportation quantique. La première, la plus utilisée, c'est la fibre optique, mais on perd beaucoup de photons dans ce procédé. On l'a déjà fait sur plusieurs kilomètres, mais c'est pas encore efficace. Alors, on s'est tourné vers l'espace. On a essayé d'utiliser un satellite. La Chine, précisément en 2017, a envoyé un satellite dans l'espace qui a procédé à une téléportation quantique, une télécommunication quantique vers une base au sol, puis en 2020, une base en mouvement. Mais ce n'est pas suffisant pour les connectivités à l'échelle d'une ville. Là, on parle à l'échelle du monde, à l'échelle d'un pays. Il fallait une autre solution. Et donc, c'est encore la Chine, avec des chercheurs chinois, qui se sont tournés vers les drones et qui ont réussi véritablement à créer un prototype de téléportation quantique. Et alors, à quoi ressemble le dispositif mis en place ? Vous avez deux bases au sol et deux drones en l'air. Les deux drones sont à 200 mètres l'un de l'autre, les bases sont à 1 km l'une de l'autre. Le premier drone, le drone 1, va intriquer les qubits, puis les envoyer séparément. Il va casser ces couples grâce à un cristal. Le premier photon, il va vers la base au sol, l'autre, il va vers le drone 2. Ce drone 2, en fait, c'est un relais. Il va ensuite renvoyer vers la base numéro 2 le photon. Donc, les deux informations vont circuler en réseau. Et plus on ajoute de drones relais, plus on étend le réseau sur une zone déterminée. Alors, comprenez bien l'importance de l'intrication. Ça veut dire que les deux informations vont pouvoir être envoyées à deux endroits différents. Ça veut dire qu'elles seront identiques puisqu'intriquées. Et donc, on peut proposer une clé unique aux participants de ce réseau, la clé de cryptage qui va définir le secret de l'information autour d'un réseau. Si cette information n'était pas intriquée, on ne pourrait pas proposer une clé unique et donc un réseau sécurisé. Est-ce que ce système a déjà fait ses preuves ? Il a fait ses preuves, mais il reste encore beaucoup de travail sur la perte des photons. C'est la grosse problématique. 25% seulement sur la base numéro 1 et 4% sur la base numéro 2 sont arrivés à destination des photons. Donc, il y a encore beaucoup de pertes dans le réseau. Mais bon, on n'en est qu'aux prémices de la télécommunication quantique. Donc, moi, je reste assez optimiste sur cette évolution, sur cette innovation. Merci beaucoup, Cécilia. C'était Smart Tech, votre magazine dédié à l'innovation. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech en direct à 11h sur Bismart. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.